La salle semblait suspendue dans le temps. Un calme étrange y régnait, si dense qu'on aurait pu entendre battre un cœur. L'air était chargé d'attente, comme s'il pressentait l'instant où tout allait basculer. Une lumière dorée, presque céleste, baignait la scène d'une chaleur feutrée. Les spectateurs, installés dans de profonds fauteuils de velours rouge, murmuraient à peine. Devant eux, au centre, un piano à queue étincelait. Son vernis reflétait les éclats des projecteurs comme une surface d'eau calme avant l'orage. Tout dans cette salle semblait respirer au même rythme, lent, contenu, solennel. Chacun savait ce qui allait venir. Le nom de Michael Stanton suffisait à électriser une foule entière. Pianiste de renommée mondiale, adulé autant qu'appréhendé, il incarnait la perfection froide, l'exigence absolue. Ses mains, assurées pour des millions, étaient devenues une légende. On disait qu'il n'avait jamais souri sur scène, qu'il jugeait le silence plus juste que la fausse note, et que sa rigueur n'épargnait personne, pas même lui-même. Dans les coulisses, la tension montait d'un cran. Les techniciens ajustaient la lumière, vérifiaient le son, s'assuraient que tout soit prêt. Le moindre détail comptait, car Michael Stanton ne supportait pas l'imperfection. Mais, au milieu de cette agitation réglée comme une horloge, une présence inattendue attira les regards. Une fillette, frêle et immobile, se tenait debout non loin du rideau. Elle paraissait hors du temps, comme si elle n'appartenait pas vraiment à ce lieu. 13, peut-être 14 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage fin et calme. Dans sa main droite, une canne blanche. Ses yeux, d'un blanc laiteux, semblaient ouverts sur un autre monde. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, mais son silence avait quelque chose d'éloquent, presque sacré. Les techniciens chuchotèrent entre eux. Personne ne savait vraiment qui elle était ni ce qu'elle faisait là. Elle ne demandait qu'une chose, une seule, pouvoir toucher le piano. Ce simple mot, toucher, avait suffi à désarmer certains et à irriter d'autres. L'un des assistants hésitait à l'approcher, conscient que son souhait allait provoquer une réaction. Car Michael Stanton n'aimait pas les imprévus. Quand enfin la porte s'ouvrit, et que le maître entra sur scène, l'atmosphère se modifia aussitôt. Sa présence remplissait l'espace, imposante, glaciale. Michael Stanton, costume noir impeccable, démarche précise, visage impassible. Il lança un regard tranchant vers la jeune fille, puis vers ceux qui l'entouraient. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix ferme, sans colère, mais pleine de contrôle. L'assistant répondit doucement, elle a seulement demandé à toucher le piano. Le pianiste haussa un sourcil, et un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. Toucher, répéta-t-il avec une ironie glacée. Puis, plus fort, faites-la sortir d'ici. Ce n'est pas une garderie. Le silence retomba brutalement. Personne n'osa parler. Mais la fillette resta immobile. Elle ne semblait pas avoir peur. On aurait dit qu'elle écoutait les sons invisibles derrière les mots, les vibrations de la pièce, le souffle du piano. Quelqu'un osa murmurer, elle est aveugle. Michael tourna lentement la tête. Ses yeux brillaient d'un éclat dur. Et alors, répondit-il calmement. C'est mon concert, par un concours d'émotions. Aimeriez-vous que je partage la scène avec un animal, sous prétexte qu'il veut essayer ? Un frisson parcourut la salle. Ces mots frappaient fort, cruels peut-être, mais dans sa bouche ils sonnaient comme des évidences. Le maître ne connaissait ni la compassion ni la complaisance. Et pourtant, alors que tout semblait figé, la fillette fit un pas en avant. Puis un autre. Sa canne frôla le sol. L'assistant voulut l'arrêter, mais elle le contourna doucement. Son allure tranquille avait quelque chose d'hypnotique. Le piano était là, à portée de main. Elle s'approcha, posa ses doigts au-dessus des touches sans les toucher encore. Et dans cette seconde suspendue, le monde entier sembla cesser de respirer. Ses doigts restaient suspendus au-dessus des touches, tremblants mais déterminés. Elle n'avait encore joué aucune note, et pourtant, tout dans son attitude disait qu'elle entendait déjà la musique. Le public, d'abord curieux, se figea dans une attention presque religieuse. Même Michael, debout à quelques pas, ne trouva rien à dire. L'arrogance de tout à l'heure s'était dissipée, remplacée par une interrogation muette. Puis, sans un mot, la jeune fille toucha enfin le clavier. Une seule note, pure et fragile,
s'éleva dans l'air. Ce n'était pas une démonstration, ni un hasard. C'était une prière. Une vibration à peine perceptible, mais si juste, qu'elle sembla réveiller quelque chose dans la salle. Le son résonna longuement, comme si chaque paroi, chaque siège, chaque âme avait décidé d'écouter. La deuxième note vint, puis la troisième, et tout prit forme. Ce n'était pas un morceau connu. C'était une mélodie qu'on aurait dîné à cet instant même, composée dans le cœur de l'ombre. Ses mains glissaient sur les touches avec une assurance désarmante, comme si elle connaissait le piano depuis toujours. Sa cécité n'était plus une limite, mais un langage. Chaque accord, chaque silence entre les notes, respirait d'une émotion à la fois douce et douloureuse. Dans les coulisses, on n'entendait plus le moindre souffle. Les ingénieurs, les techniciens, les assistants, tous retenaient leur respiration. Même Michael Stanton, figé derrière le rideau, sentait sa poitrine se serrer. Il écoutait. Et plus il écoutait, plus quelque chose en lui se fissurait. Il avait joué toute sa vie pour être parfait. Elle, aveugle, jouait pour exister. Elle ne cherchait pas à impressionner, ni à conquérir. Elle ne connaissait ni la scène, ni la gloire, ni l'exigence. Elle jouait simplement parce que la musique était le seul endroit où elle voyait vraiment. Les minutes s'étirèrent, mais personne ne sentit le temps passer. La salle entière semblait bercée par un son qui ne venait plus seulement du piano, mais de plus loin, d'un lieu intérieur, que chacun reconnaissait sans pouvoir le nommer. La mélodie parlait d'amour, de perte, d'enfance, de vérité. Elle traversait les barrières, les jugements, les certitudes. Et Michael, ce maître de la précision, sentit la honte le gagner. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait jamais réellement joué. Il avait maîtrisé, contrôlé, perfectionné mais jamais ressenti. Son monde de technique et de rigueur s'effondrait note après note. Quand elle atteignit la dernière phrase musicale, ses doigts ralentirent. Le son se fit de plus en plus léger, comme une plume portée par le vent. Une dernière note vibra, solitaire, suspendue dans le vide, avant de mourir doucement dans l'air. Personne n'applaudit immédiatement. Le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. Il était vivant, vibrant, plein d'une émotion que les mots ne pouvaient contenir. Puis, lentement, quelqu'un se leva. Une femme dans la troisième rangée. Puis un autre. Et bientôt, toute la salle se dressa d'un seul mouvement. Les applaudissements éclatèrent, profonds, sincères, libérateurs. Des visages pleuraient. Des inconnus se tenaient la main sans se connaître. L'espace d'un instant, la musique avait aboli toutes les frontières. Michael Stanton, lui, restait immobile, les yeux rivés sur la scène. Ses lèvres tremblaient. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. L'homme que le monde admirait était devenu spectateur de sa propre leçon. La fillette s'inclina légèrement, sans voir les visages, mais comme si elle sentait les cœurs tournés vers elle. Puis elle recula doucement, la main sur sa canne, et quitta la scène. Elle ne se retourna pas. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir qu'elle avait transformé tout ce lieu. Le lendemain, les journaux titrèrent sur ce concert inattendu. Les critiques parlaient d'un miracle musical, d'une apparition angélique, d'une leçon d'humilité donnée à un maître du clavier. Mais personne ne connaissait son nom. La jeune fille n'était répertoriée sur aucune liste, ne figurait dans aucune école, aucun conservatoire, aucune fondation. Elle était venue comme un souffle, et repartit comme le vent. Michael Stanton, lui, ne reparut plus en public. Son agent tenta de justifier son absence par une pause artistique nécessaire, mais la vérité, plus simple, était qu'il ne pouvait plus monter sur scène. Le piano, ce compagnon de toute une vie, le regardait désormais comme un miroir dans lequel il ne se reconnaissait plus. Il passait des heures enfermé dans son studio, sans public, sans partition, sans micro. Il jouait lentement, maladroitement parfois, mais pour la première fois, sans penser à plaire. Les accords qu'il tirait de l'instrument n'étaient plus parfaits, mais sincères. Il redécouvrait les mélodies de son enfance, celles que sa mère chantonnait, celles qu'il jouait avant de connaître la gloire. Il comprenait enfin ce que signifiait écouter, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. La virtuosité n'avait plus de sens à ses yeux. Ce qu'il avait cherché toute sa vie dans la technique, la jeune fille aveugle le lui avait montré en quelques minutes,
la vérité d'un son qui naît du silence intérieur. Les semaines passèrent. Certains pensaient qu'il préparait un retour. D'autres affirmaient qu'il avait renoncé à la musique. Mais lui, dans le secret de son appartement, continuait d'apprendre à jouer autrement. Chaque note était devenue un acte de gratitude, chaque silence une prière. Un soir d'hiver, il se rendit seul dans la salle où tout avait commencé. Les portes étaient closes, mais il entra, avec la discrétion d'un fantôme revenant sur les lieux de son passé. Sur scène, le même piano l'attendait, recouvert d'un drap gris. Il s'en approcha, écarta le tissu, et effleura les touches du bout des doigts. Un souvenir se leva aussitôt, la note fragile de la jeune fille, ce souffle suspendu dans la lumière. Alors il comprit. La musique ne lui appartenait jamais. Elle appartenait à ceux qui écoutent sans voir, ressentent sans comprendre, et partagent sans parler. Il s'assit, posa ses mains sur le clavier, et joua. Pas pour un public. Pas pour l'honneur. Pas pour la perfection. Il joua pour elle, pour la petite inconnue au regard blanc, qui avait réveillé son humanité. Les sons s'élevèrent, simples et profonds. On aurait dit une conversation silencieuse entre deux âmes séparées par le temps. Et quand il termina, il resta là, immobile, le visage baigné d'une lumière douce. Le silence revint, mais cette fois, il n'était plus vide. Il était plein de paix. La fillette ne fut jamais revue. Personne ne sut d'où elle venait, ni où elle disparut. Mais pour ceux qui avaient entendu ce soir-là la musique qu'elle avait offerte, rien ne fut jamais plus pareil. Certains disaient que sa cécité n'était pas un handicap, mais un don. D'autres pensaient qu'elle n'était qu'un passage, un messager venu rappeler au monde ce que l'art avait oublié, l'émotion pure. Michael Stanton, quelques années plus tard, fit paraître une seule œuvre, un album intime, sans titre, sans couverture, sans image. Sur la première piste, une note fragile résonnait seule, comme un écho du passé. Et sur la dernière, une mélodie simple, jouée avec la tendresse d'un enfant. À la fin, on pouvait entendre un léger souffle, presque un murmure, puis un silence complet. Les critiques l'appelèrent le langage du silence. Mais lui, lorsqu'on lui demanda pourquoi ce nom, répondit simplement. Parce que c'est elle qui m'a appris à écouter. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si ce récit vous a touché, mettez un j'aime.